Le DC-9 de la KLM détourné cette nuit est au-dessus de Tel Aviv. L'ultimatum est sur le point d'expirer. Les pirates menacent de déclencher une terrible catastrophe. Inquiétude pour Viking 2, les laboratoires biologiques peut être endommagés. La sonde se serait posée sur un rocher. Championnat du monde de cyclisme à Ostuni en Italie. Dans un instant, nos envoyés spéciaux feront le point en direct. Bonjour, la nouvelle affaire de détournement d'avion se joue en ce moment même au-dessus de l'aéroport de Lod, près de Tel Aviv, en Israël. Les pirates de l'air qui ont détourné un DC-9 de la compagnie néerlandaise KLM à minuit 20, après le décollage de l'aéroport de Nice. Les pirates ont adressé, il y a moins d'une heure, un ultimatum aux autorités israéliennes. Si vous ne libérez pas 8 prisonniers détenus en Israël, menacent les 3 pirates de l'air, nous ferons exploser l'appareil au-dessus de Tel Aviv. Cet ultimatum doit expirer en ce moment même et de toute manière, l'avion, qui je viens de l'apprendre est actuellement escorté par des fantômes israéliens. L'avion ne peut voler que jusqu'à 13h35 heure de Paris. Au-delà de cette limite, il ne disposera plus de carburant. Cet ultimatum met, semble-t-il, dans un embarras particulier les autorités israéliennes. Le gouvernement de Tel Aviv, on l'a vu encore dernièrement lors de l'affaire d'Entebbe en Ouganda, a pour habitude de ne pas céder aux exigences des pirates. Mais cette fois, un double problème se pose à lui. Premièrement, l'explosion de l'appareil provoquerait un nombre de victimes sans doute très élevé, en tout cas les 79 passagers de l'appareil et les membres d'équipage, plus bien sûr les victimes israéliennes, civiles et militaires si l'avion s'écrasait sur une zone habitée. Second motif d'embarras, l'appareil appartient à la compagnie hollandaise KLM et le gouvernement hollandais qui a d'excellentes relations avec Israël et qui, pour cette raison, est d'ailleurs fréquemment visé par les terroristes palestiniens. Le gouvernement hollandais a demandé aux Israéliens de ne prendre aucune mesure de nature à mettre en danger la vie des passagers du DC-9, des passagers qui sont pour la plupart des Hollandais. À l'heure actuelle, l'aéroport de Lod est bien sûr bloqué et fermé au trafic. Il y a une très grande agitation sur place. Le ministre de la Défense israélienne, Shimon Peres, s'est rendu également à Lod. Et il n'y a, semble-t-il, en tout cas pour le moment, aucune négociation entre le gouvernement israélien et les pirates de l'air dont on ignore la nationalité, mais qui s'expriment en arabe. Je vous rappelle, c'est donc en ce moment même que cette affaire se joue, avant d'arriver dans l'espace israélien, aérien d'Israël. Le DC-9 détourné s'était posé à Tunis au début de la matinée. Il était resté plusieurs heures à Tunis. Il était reparti, puis il avait atterri sur l'aéroport de Lamarca à Chypre. Voilà donc comment se présente la situation à l'instant même, une situation qui ne cesse d'évoluer. Tout au long de ce journal, bien sûr, nous vous tiendrons informés. C'est un match à 3 entre Italiens, Belges et Français qui se disputent depuis 9h30 ce matin sur le circuit d'Ostuni, dans le sud de l'Italie. Ce championnat du monde cycliste semble en tout cas assez ouvert. Le circuit de 36 km que les coureurs doivent parcourir 8 fois est un circuit assez sélectif. Les favoris sont donc logiquement en tout cas les champions les plus réputés, l'Italien Moser qui est le grand patron de son équipe, les Belges Freddy Mertens, Eddy Merckx et Walter Godefroth, les Français Thévenet, Poulidor et Bernard Hinault qui s'est préparé très soigneusement pour cette compétition. Nous retrouvons tout de suite sur le circuit d'Ostuni nos envoyés spéciaux Bernard Giroux et Daniel Potra. Oui, il faut préciser qu'Ostuni se trouve dans le sud-est de l'Italie, entre Brindisi et Bari, au pays des oliviers, du vin à 13 degrés, des Trulli, ces étonnantes maisons à toit conique, dans les Pouilles, tout près de Torrecane, où s'acheva il y a plus de 2000 ans la grande aventure d'Hannibal. Et sur ce circuit du championnat du monde, où nous n'avons pas de chance, au moment où nous prenons l'antenne, il n'y a pas d'image de la course, mais les images de l'arrivée, je dois vous dire qu'il y a un coureur hollandais qui s'appelle Fedor Denertog, qui précède le peloton de 4 minutes et 10 secondes. C'est un Français, Francis Campaner, un habitué des échappées matinales, qui a été le premier à démarrer avec Sant'Ambrogio et Knetemann dès le premier tour. Ces coureurs avaient pris au 50e kilomètre 4 minutes et demie d'avance, mais comme il n'y avait pas de Belge en tête, Eddy Merckx a fait rouler toute son équipe et en 15 km, le peloton a repris 4 minutes aux hommes de tête, si bien qu'à la fin du deuxième tour, tout était regroupé. Au troisième tour, au 75e kilomètre, Fedor Denertog se sauvait tout seul. Et actuellement donc, alors que les coureurs en sont au 140e, au 135e kilomètre à peu près, qu'ils vont arriver à la mi-course dans 10 minutes environ, Fedor Denertog précède le peloton de plus de 4 minutes. Il faut dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de vent sur le parcours, un vent qui est favorable aux coureurs
dans la partie rectiligne qui borde la mer et qui est donc défavorable à ces mêmes coureurs dans la partie bosselée sur le Selic Railway qui va d'Ostoni à Cisternino. Et cela ne facilitera pas la tâche des échappés puisque c'est dans la partie la plus difficile que le vent est défavorable. Mais je ne vais pas m'éterniser plus longtemps pour vous montrer des images d'hélicoptères. Sachez seulement que rien n'est encore joué pour le moment, que tout va bien dans l'équipe française apparemment jusque-là et que les favoris sont ceux que vous avez indiqués tout à l'heure, Patrice Duhamel. Nous nous retrouverons à 15h45 pour suivre la dernière heure de course puisque l'arrivée est prévue vers 16h50. Guy Drut est vraiment un grand champion, il l'a encore prouvé hier en réalisant des performances assez étonnantes au cours de la première journée de l'épreuve internationale de décathlon à Talence. Le champion olympique du 110 mètres haies à Montréal a engagé, en se lançant dans le décathlon, un nouveau pari. En se consacrant au décathlon, il courait en effet le risque de ne pas atteindre un niveau suffisant. Ce risque semble désormais écarté. Au cours des premières épreuves hier, Guy Drut a ainsi réalisé 7,56 m en longueur, 10 secondes 5 dixièmes sur 100 mètres, 2,01 m en hauteur, 50 secondes et 1 dixième sur 400 mètres. Une seule petite déception, le lancement du poids, avec 11,16 m seulement. À l'issue de la première journée de ce décathlon, Guy Drut est en 6e position et il devance des athlètes très confirmés dans cette spécialité qui est sans doute l'une des plus difficiles. En football, il y avait hier soir une série de matchs qui comptaient pour le championnat de France de 2e division dans le groupe A. Le Red Star a battu Cannes, Fontainebleau a battu Avignon, Béziers a fait match nul avec Tavaux. Béziers est seul en tête dans ce groupe. Dans le groupe B, Besançon, après sa victoire sur Saint-Dié 4-1, devance Épinal et Rouen, qui ont été tous deux tenus en échec. On avait donc eu raison de s'inquiéter un moment hier à propos de Viking. Dans un premier temps, les responsables de la mission avaient indiqué que tout s'était bien passé et que tous les appareils fonctionnaient bien. En réalité, il semble qu'au moment de l'atterrissage de la sonde sur la planète Mars, les laboratoires biologiques de Viking 2 aient été endommagés. Viking 2 se serait en effet posé sur un gros rocher, l'antenne pourrait être abîmée, l'excavateur qui doit prélever les échantillons de sol martien pourrait être détérioré. On apprenait en même temps que les dernières expériences de Viking 1, cette fois, avaient été faussées à la suite d'incidents mécaniques. Bref, Michel Chevalet, cette mission Viking se révèle peut-être beaucoup plus difficile qu'on ne le pensait. Oui, difficile, mais enfin, si vous voulez, c'est un peu les aléas des opérations entièrement automatiques. Oui, il faut dire que cette fois-ci, les Américains n'ont vraiment pas joué ont joué plutôt de malchance. En effet, Viking se serait posé à cheval sur un énorme rocher. Or, représentez-vous ce qu'est un atterrissage automatique de Viking. Imaginez une demi-tonne qui tombe en chute libre de 12 mètres de haut. Autant dire que le choc tout de même est très rude. Mais pour mémoire, je vous rappellerai un certain nombre de déboires qu'ont connus des engins automatiques. Apollo 11, par exemple, le premier débarquement de l'homme sur la Lune. Eh bien, au moment d'Apollo 11, s'il n'y avait pas eu d'homme à bord du LEM, eh bien, le LEM se serait posé sur les bords d'un cratère et aurait peut-être culbuté. Ensuite, les sondes automatiques soviétiques. Eh bien, les soviétiques ont connu de sérieux déboires. Par exemple, l'une de ces sondes n'a jamais touché le sol. Elle a été balayée au dernier moment par un vent soufflant à 400 à l'heure. Ensuite, Mars 6. Eh bien, Mars 6, il s'est bien posé en douceur sur le sol de la planète Mars. Eh bien, a culbuté, a roulé sur lui-même et de fait n'a pu transmettre que très peu d'images. Donc pour Viking, en ce moment, à la NASA, on interroge l'engin, on l'ausculte à distance. Et il semble qu'en effet, que si l'engin a connu un certain nombre de dégâts, eh bien il semble que grosso modo, l'engin pourra remplir sa mission fort heureusement. Alors, ces dégâts, eh bien le premier problème concerne le bras de l'engin, c'est-à-dire la pelle chargée de prélever les échantillons. Eh bien, deux possibilités. Si l'engin est trop incliné, c'est-à-dire en ce moment c'est 8 degrés, ou bien il n'atteindra pas le sol, c'est-à-dire qu'il restera suspendu dans le vide, ou bien il sera bloqué. Ensuite, l'électronique, c'est le point le plus délicat, c'est-à-dire les laboratoires d'analyse. Et là, le point est capital. En effet, comme vous le disiez, Patrice Duhamel, les dernières analyses effectuées par Viking 1, qui continue sa mission actuellement, eh bien, ces dernières analyses ne vont pas du tout dans le sens des premières. Alors qu'est-ce à dire? Est-ce à dire que l'engin a été traqué? Peut-être, mais surtout que finalement, on va avoir une autre opinion sur la manière dont la vie est apparue sur Mars, et que finalement, il semblerait que l'évolution de la vie sur Terre ne soit pas un cas général, mais peut-être un cas particulier. Enfin, le paysage martien, le panorama martien, l'endroit où s'est posé Viking 2, c'est le Grand Nord martien, vous le voyez en ce moment, il s'agit d'une étendue sablonneuse avec des cailloux. Les Américains avaient choisi une zone plate, et pourtant, il a suffi donc d'un gros caillou pour risquer de compromettre cette mission. Dernier point, vous savez, Patrice Duhamel, les Américains sont passés maîtres dans le dépannage
à distance dans le dépannage de leurs engins. Vous voyez donc en ce moment en couleur pour la première fois et en direct le panorama martien. Il s'agit donc, je vous le disais, d'une région plate et sablonneuse avec des collines et l'engin se serait posé donc sur les flancs d'un cratère. Donc à la NASA, on est, je crois maintenant, optimiste quant à la suite de cette mission qui se révèle de plus en plus passionnante. Il est possible que les choses s'arrangent avec le Vatican, mais nous ne voulons pas abandonner notre foi. C'est ce que vient de déclarer à Besançon Monseigneur Lefebvre. Il présidait une messe traditionnaliste célébrée par un jeune abbé de 27 ans, ordonné en juin dernier au séminaire d'Écône. À Besançon, en tout cas, le Parti socialiste et le PSU ont exprimé hier des réserves sur la célébration de cette messe. Les socialistes s'inquiètent d'une tentative qui, selon eux, consiste à essayer de récupérer le trouble de certains milieux catholiques sincères au profit d'une opération politico-religieuse. Dans les milieux catholiques, les réactions continuent également. L'évêque de Carcassonne, Monseigneur Puech, parle d'un double sentiment de tristesse et d'indignation avant la venue de Monseigneur Lefebvre à Fangeau, dans l'Aude, dans quelques jours. Et puis, Monseigneur Helder Camara, l'archevêque brésilien, vient d'exprimer l'espoir que Monseigneur Lefebvre mesurerait la responsabilité d'un schisme au sein de l'Église, mais a poursuivi Don Helder Camara, avant de porter un jugement définitif sur sa position actuelle. N'oublions pas que Monseigneur Lefebvre est aussi notre frère à tous. Sur le plan politique, c'est un week-end assez calme qui se poursuit avant l'ouverture demain des importantes consultations entre le Premier ministre Raymond Barre et l'ensemble des partenaires sociaux. Deux déclarations à noter. D'abord celle de Jacques Dominati qui est persuadé des chances de succès d'Olivier Guichard dans la mission que lui a confiée Raymond Barre. Le secrétaire général des Républicains indépendants a précisé que le groupe de travail animé par Olivier Guichard donnerait à la majorité beaucoup plus d'efficacité. Et puis, les jeunes de l'UJP, qui ne cessent de s'éloigner de la majorité présidentielle, ont affirmé de leur côté que le chef de l'État voulait donner l'illusion de l'autorité en faisant glisser la Ve République vers un régime présidentiel néfaste. En Guadeloupe, la situation de la soufrière se révèle de plus en plus préoccupante. L'un des experts présents à Pointe-à-Pitre indique qu'une éruption pourrait succéder dans les jours prochains à la période de calme actuelle. En tout cas, et dans l'immédiat, pour mettre fin aux abus de certains propriétaires qui seraient tentés de profiter de la situation actuelle pour spéculer, le préfet de la Guadeloupe a décidé de bloquer les prix de tous les loyers. À l'étranger, c'est le tête-à-tête diplomatique Kissinger-Vorster qui retient l'attention. Le secrétaire d'État américain et le Premier ministre sud-africain ont réalisé des progrès, mais rien de plus n'a filtré pour l'instant. Les deux hommes vont reprendre dans quelques instants leur discussion au cours d'un déjeuner de travail. Christian Bousquet nous parle de ces conversations de Zurich qui continuent, alors que sur place, en Afrique du Sud, la tension reste assez vive. Vorster Kissinger à Zurich, un dialogue difficile entre un Sud-Africain jaloux de son indépendance et un Américain qui a condamné l'apartheid comme étant incompatible avec la dignité humaine. C'est dans un climat assez tendu que cette rencontre de Zurich a donc débuté hier. Et ici, Henry Kissinger avait le sourire en arrivant à Waldhaus, où se sont tenus les premiers entretiens. Il avait perdu à l'issue de ce tête-à-tête avec le Premier ministre sud-africain. Henry Kissinger qui s'est fixé un but, obtenir de M. Vorster qu'il apporte son appui à une évolution pacifique et rapide en Afrique australe. Une région déchirée par les troubles raciaux, guérilla en Namibie, risque de guerre entre la Rhodésie et ses voisins, une toile de fond tragique dont Zurich en a eu comme un pâle reflet hier avec cette manifestation organisée par les partis suisses d'extrême gauche. Pour s'opposer au déchaînement de la violence en Afrique australe, les États-Unis, par Kissinger interposé, ne voient qu'un moyen, faire pression sur Vorster pour qu'il avance la date de l'indépendance de la Namibie et pour qu'il obtienne aussi des dirigeants rhodésiens leur participation à des négociations avec les leaders noirs. Et pour faire pression sur Vorster, Kissinger ne manque pas de moyens. Il peut utiliser aussi bien la carotte que le bâton. Au Liban, les combats se sont encore intensifiés pendant la nuit. Hier, les bombardements et les batailles de rue ont fait 151 tués et 183 blessés. Sur le plan diplomatique, une confirmation, le sommet arabe sur la situation au Liban sera convoqué dans la seconde moitié du mois d'octobre. En Irlande du Nord, l'action pacifiste des femmes du mouvement de la paix continue et on peut même dire qu'elle s'intensifie d'une manière assez spectaculaire. Hier, près de 20 000 d'entre elles ont manifesté à Londonderry. Elles se sont retrouvées sur un lieu symbolique, un pont qui relie le quartier protestant à la colline catholique. Certaines de ces femmes étaient accompagnées de leurs maris. Les délégations catholiques et protestantes s'applaudissaient mutuellement, des cantiques et des prières se sont succédés. Et même si dans certains quartiers catholiques circulait un tract qui dénonçait
la compromission de ce mouvement de la paix avec le gouvernement et l'armée catholique. Rien n'a troublé cette manifestation pacifique. L'IRA provisoire, l'armée républicaine irlandaise, a respecté sa promesse et n'a à aucun moment troublé le défilé. Avant de terminer ce journal, je voudrais vous donner les dernières informations en provenance d'Israël et en particulier de l'aéroport de Lod, où vous le savez depuis un peu plus d'une heure maintenant, vole le DC-9 de la compagnie néerlandaise KLM qui a été détourné à minuit 20 par 3 pirates de l'air de nationalité inconnue mais qui parlent arabe. Ce DC-9 donc qui tourne au-dessus de l'aéroport de Lod. L'ultimatum, je vous le disais, arrive à expiration dans les minutes actuelles et il ne reste plus maintenant que 25 minutes de carburant, donc de toute façon l'épilogue est très proche. Bien sûr, nous vous donnerons les informations et l'épilogue de cette affaire ce soir au cours de notre édition 20h dimanche de 19h45 et si il se passait quelque chose cet après-midi, nous vous tiendrions informés. Nous vous laissons maintenant en compagnie de l'émission Sérieux s'abstenir et puis à 14h05 vous retrouverez, et ce sera sa rentrée, Michel Drucker avec les rendez-vous du dimanche, une émission qu'il vous présentera de Deauville avec la clôture du festival du film américain. Merci de nous avoir prêté attention. À ce soir.